Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment générer un plan d'amortissement en mode linéaire. Parmi les différents modes d'amortissement qui sont couramment pratiqués, le mode linéaire est sans doute le plus commun et le plus simple. Alors rappelons tout d'abord qu'en comptabilité, un amortissement est une charge calculée qui révèle la consommation d'avantages économiques futurs et non une charge décaissée. Il n'y a donc pas ici de mouvement de flux de trésorerie. C'est-à-dire que c'est une charge donc, qui va modifier le résultat comptable de l'entreprise en fin d'exercice sans que cela n'engage de mouvement de trésorerie sur les comptes bancaires de l'entreprise. Cette charge correspond à la portion d'actifs immobilisés qui est utilisée pour conduire l'activité de l'entreprise. En effet, les actifs immobilisés ont vocation à demeurer dans l'entreprise pendant une durée assez longue, en tout cas supérieure à la durée d'un seul exercice, c'est-à-dire en général 1 an. C'est le cas par exemple d'un véhicule d'entreprise pour lequel il est communément admis, ou indiqué par le constructeur, disons, qu'il est capable de parcourir environ 200 000 km sans rénovation majeure ou restauration, autre que l'entretien qui lui est classiquement réservé. Les salariés de l'entreprise ne vont pas parcourir les 200 000 km possibles en une seule année. Il faut donc répartir ce potentiel, cet avantage économique, sur plusieurs années. C'est le principe même d'un amortissement. Rappelons également ce qui est amortissable. D'une manière générale, les amortissements ne sont applicables qu'à des actifs immobilisés, ce qui exclut les achats de marchandises, de matières premières et de consommables en tout genre. Ainsi, une entreprise de bâtiment ne peut pas amortir une boîte de clous. C'est plutôt une charge qu'on retrouve au compte de résultat. C'est à noter également qu'il ne faut pas confondre la notion d'amortissement et la notion de dépréciation. On peut ainsi imaginer déprécier les clous du fait qu'ils soient rouillés suite à un mauvais stockage. Et parmi les actifs immobilisés, tous ne sont pas amortissables. On exclut d'emblée les immobilisations financières qui correspondent aux prises d'intérêt financiers de l'entreprise dans d'autres entités ou véhicules d'investissement. En effet, l'entreprise ne consomme pas ces immobilisations pour les besoins de ses activités. Il n'y a donc aucune raison d'en réduire la valeur d'emblée. Elles peuvent par contre être dépréciées. Enfin, parmi les actifs immobilisés corporels et incorporels, certains ne peuvent pas être amortis. C'est le cas des actifs d'une valeur inférieure à 500 €. C'est aussi le cas des terrains nus qui correspondent à un droit de propriété foncière sans échéance d'extinction de ce droit. Par contre, les bâtiments qui sont construits sur ce terrain sont amortissables puisqu'ils perdent de leur valeur du fait du temps qui passe. Et c'est bien pour ça que certains finissent en ruine d'ailleurs. Autre exception parmi les actifs immobilisés, le fonds commercial, qui est une notion juridique regroupant plusieurs éléments liés à l'activité commerciale proprement dite, comme la valeur de la zone de chalandise, la valeur d'un portefeuille de clientèle, etc. On n'amortit pas non plus les œuvres d'art, dont la valeur est totalement décorrélée des activités de l'entreprise et dont la valeur échappe à toute logique juridique ou physique liée au passage du temps. Ces précautions étant prises, revenons à présent sur la logique de l'amortissement linéaire. C'est probablement la forme d'amortissement la plus courante et la plus simple à mettre en œuvre. Elle consiste à répartir la charge d'amortissement de manière uniforme sur toute la durée de vie de l'actif considéré. Et pour la première année et la dernière année d'amortissement, vu qu'elles sont rarement complètes, on affecte un amortissement au prorata temporis, c'est-à-dire en proportion du temps écoulé. Ça, c'est pour le principe. Alors, revenons maintenant au calcul proprement dit. On commence d'abord par déterminer la base amortissable. La base amortissable correspond à la valeur d'acquisition de l'actif, qu'il soit neuf ou usagé, valeur qu'on va retraiter des éventuels frais accessoires, des frais de commission, de courtage, de transport, et puis des éventuels frais de montage. On pense ici en particulier aux grosses machines-outils qui nécessitent des opérations particulières sur site pour les rendre opérationnelles. Par contre, on notera l'éventuelle valeur résiduelle de l'actif, c'est-à-dire sa valeur prévue lors de sa cession si elle est déjà connue. On ne veut en effet amortir que la proportion de la valeur qui est réellement consommée par l'entreprise. C'est l'étape numéro 1.
Ensuite, on détermine la durée d'amortissement. Cette durée cherche à approcher le plus possible la durée réelle d'utilisation de l'actif en se référant néanmoins aux durées prévues par le Code général des impôts. Une tolérance permet de déroger à ces durées à hauteur de plus ou moins 20%, mais on ne peut clairement définir une durée d'amortissement de façon totalement arbitraire. Ça, c'est l'étape numéro 2. La troisième étape consiste à identifier la date de démarrage de l'amortissement. Ici, ce n'est ni la date de livraison, ni la date de facturation qui importe, mais c'est la date de mise en service qui fait le foi. La première année d'amortissement recevra donc une dotation d'amortissement à proportion du délai qui sépare la date de mise en service de la date de clôture de l'exercice. La quatrième étape consiste à déterminer le taux d'amortissement. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de prendre l'inverse de la durée d'amortissement. Ainsi, un actif est déprécié sur 5 ans. Si un actif est déprécié sur 5 ans, le taux d'amortissement sera égal à 1 sur 5, c'est-à-dire 20%. La cinquième étape consiste à calculer la dotation annuelle d'amortissement en année pleine. Là, on multiplie la base amortissable par le taux d'amortissement. Ainsi, pour finir, on calcule les montants spécifiques de la première et de la dernière année en appliquant la proportion de calcul qui convient. Terminons donc avec un exemple d'illustration. Alors, reprenons l'exemple de notre véhicule d'entreprise. Imaginons qu'il a été acheté pour 25 000 €, tout frais compris, et qu'il est amorti sur 5 années. Le véhicule a été livré et il est entré en service le 20 avril 2024. Dressons le plan d'amortissement à l'aide de ces renseignements. On voit que pour la première année, on a donc un taux d'amortissement, enfin le taux d'amortissement en fait reste identique sur l'ensemble de la durée de l'amortissement, c'est donc 1 sur 5, à savoir 20%. Par contre, on va en appliquer simplement une proportion sur la première et la dernière année, une proportion donc au prorata du temps. Ici, avec une mise en service au 20 avril, on constate qu'il y a 266 jours qui séparent le 20 avril du 31 décembre, en faisant ici l'hypothèse que l'exercice comptable correspond à l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Et donc on applique cette proportion de 72,87% à notre amortissement plein, à notre dotation annuelle pleine qui est de 5 000 €, et on obtient ainsi 3 643,84 €. Ce qui nous permet de déterminer la valeur de fin d'exercice en faisant la valeur d'acquisition 25 000 € moins 3 643,84 €, et ce qui nous donne une valeur de fin d'exercice, de premier exercice comptable, donc c'est-à-dire fin 2024, de 21 356,16 €. C'est cette valeur-là qu'on va retrouver dans la colonne numéro 3 de l'actif au bilan. Et puis on reproduit toujours le même calcul ici d'année en année, et on observe que pour la toute dernière année, à savoir 2029, il ne reste plus que 1 356,16 € à amortir sur cette machine, sur ce véhicule, et ça correspond exactement aux 109 jours qui séparent le 1er janvier du 20 avril 2029. On obtient à la fin une valeur d'exercice, une valeur nette, pour le véhicule en fin d'exercice qui est nulle. Notre véhicule est totalement amorti. Voilà pour ce qui est de l'amortissement linéaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.